Après de 63 jusqu'à la conférence nationale, nous avons un autre système politique. Ce système politique est né du soulèvement populaire qu'on appelait la Révolution en 1963 et qui nous a conduits avec les Grailles au MNR et ensuite à la GMNR, à la Défense civile, au Parti congolais du travail, jusqu'à la veille de la conférence nationale, c'est-à-dire le fameux discours de la Bolle et les événements que l'on a vécus de 89 à 91. Pendant cette période, un constat s'impose, et je pense que vous pouvez le faire aisément. C'est que la période monopartite a été, curieusement, paradoxalement dans notre pays, la période où le Congo n'a jamais connu de guerre civile. Oui. C'est la période de paix la plus longue que jamais vécue notre pays. Interrogeons donc ce paradoxe. Comment d'un côté, on a un régime qui, de façon autoritaire, centrale, régule la société, et en même temps, une aspiration à la démocratie qui ne conduit pas, alors qu'elle sort de l'indépendance, à l'existence de conflits armés dans notre pays. Il y a un problème. Est-ce que vous pensez que pendant la période du mono, les gens ne pensaient pas nord-sud? Est-ce que vous pensez que pendant la période du mono, il serait naïf de penser que le nord était uni et que le sud, lui à son tour, n'espérait pas quelque chose? Non. C'est que le système monopartite, à travers les mécanismes du contrôle social qu'il y avait, on pourra avoir une discussion là-dessus, taisait, recouvrait, sous la chape idéologique, puisqu'il y avait un seul parti, une seule jeunesse, un seul discours idéologique, et recouvrait l'existence contradictoire, plurielle, de ce que pouvaient représenter les aspirations des différents groupes sous contrôle. Et donc le mouvement qui nous conduit en 89-91 à la conférence nationale apparaît comme une espèce d'explosion sociale, d'autant plus attendue, d'autant plus voulue que, d'abord, la société marchait mal, les gens sont partis de revendications sociales, ne l'oublions pas, c'est les syndicalistes qui ont conduit l'accélération du mouvement qui avait émané des lettres ouvertes et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais que quand nous arrivons à la conférence nationale, on a autant l'aspiration à la démocratie qui s'exprime que le réveil des vieux démons. La composition des participants à la conférence nationale est complètement parasitée par des stratégies politiciennes qui obéissent pour l'essentiel à des stratégies de repositionnement d'un certain nombre d'acteurs. Et je suis assez bien placé pour en parler parce que j'ai fait partie des délégations à la conférence nationale et je reconnais ici beaucoup d'acteurs de cette période-là. Mais vous avez dans ces salles aussi des gens, des compatriotes, qui sont venus pour cette manifestation, qui n'ont connu du Congo que l'après-conférence nationale. Des jeunes gens nés en 1985-86 avaient 5-6 ans, comme un de mes fils, à l'époque de la conférence nationale. Nous avons dans cette salle des générations de gens qui n'ont pas connu Ngwabi, qui n'ont pas connu Diawara, qui ne savent même pas que Ndala Graï a été associé à plusieurs reprises à au moins 3 coups d'État. Il est là. C'est mon frère. Et j'en parle avec d'autant plus d'aisance que lui-même s'est fait une réputation de dur à cuire. C'est peut-être le dernier survivant des derniers condamnés à mort de notre pays, n'est-ce pas, Ernest? Donc, dans cette période, il me faut dire 2 choses. La première, c'est que la démocratie est porteuse des dangers qui menacent la paix, non pas parce que c'est un mauvais système, non, mais c'est parce que la démocratie, en ouvrant la compétition politique, en ouvrant le marché, crée les conditions objectives de l'émergence d'un certain nombre de mobilisations partisanes et, objectivement, du terreau des affrontements. Pourquoi? Parce que la mobilisation permanente de la consultation électorale dans le contexte d'aujourd'hui de notre pays. Et c'est notre sentiment que, comme on l'a vu au résultat de 1992, des premières compétitions, personne ne peut oser aller affronter Kolela dans le pool. Personne ne peut oser aller affronter Ganao à Djambala, etc., etc. Deuxième donnée. Il y a, à cause de cela, intimement lié au vote recensement, la territorialisation de l'espace de l'influence. En d'autres termes, il y a des bastions qui ne sont pas seulement des bastions de voix, qui sont aussi des bastions physiques. Gare à celui qui va s'y aventurer.
Gare à celui qui va s'y aventurer. Ce n'est pas seulement à la campagne, c'est aussi dans la ville. La géographie ethnique de Brazzaville prédisposait à cela. Les événements ont accéléré cette perception. Jusqu'à ce jour, vous demandez à un type de Talangaï d'aller devenir locataire à Diata, il n'ira jamais. Oui, oui. Ça, vrai ou faux? Aujourd'hui, vous demandez à un ressortissant de Makelekele de venir enterrer, sauf s'il y a une situation exceptionnelle, il a grandi à Potopoto, des choses comme ça, d'aller enterrer quelqu'un de sa famille à Itatolo, il dira non. Vrai ou faux? Donc vous voyez bien que les choses dont nous parlons, vous dites vrai, parce que empiriquement c'est vérifié. Vous avez des zones de notre ville, par exemple la route qui longe la Corniche, où le président Sarkozy, je lui en suis très reconnaissant, a été faire son jogging. Cette route-là, à certaines heures le soir, il ne fait pas bon de s'y balader. Pourquoi? Parce que dans la mémoire collective, il est resté le souvenir des exécutions sommaires des gens que l'on trucidait à cet endroit et dont les dépouilles se retrouvaient au fleuve. Donc la mémoire traumatique de notre pays est là, qui rend compte de l'existence encore sédimentée de la peur, de la crainte de l'affrontement, de la crainte de l'autre. Donc notre territoire étant ainsi morcelé, comment voulez-vous que la démocratie ne puisse pas nous alerter à la veille d'une compétition sur les dangers que peut encore ressusciter la mobilisation partisane si nous continuons à fonctionner selon la logique des fiefs électoraux? C'est évident. C'est évident. Troisième et dernière chose, autour de ça, il y a bien entendu l'instrumentalisation de l'ethnicité. C'est-à-dire que les entrepreneurs politiques, n'ayant pas d'autres argumentaires à proposer à leur mandant que celui de dire « si vous votez pour moi, il n'y a que moi qui peux arranger le village, je peux en parler en connaissance de cause, je suis député ». Et c'est un argumentaire qui est plus facilement perceptible par des ruraux qui attendent tout de la ville, et vous bouleversez leur façon de comporter en disant « s'il y a un hôpital, l'État n'a pas été capable de le faire, il n'y a qu'un enfant du poule qui peut vous faire un dispensaire à Kibossi. Sassou ne le fera jamais. » Et ainsi de suite. Donc à partir de ce moment-là, vous induisez des logiques de comportement, des attentes, qui lorsque vous leur proposez des radicalisations, nécessairement, je mets de la violence. Nécessairement. Nécessairement. À ce moment-là, nous nous retrouvons devant des situations où nous sommes nous-mêmes des pyromanes, alors nous sommes censés appliquer les conditions et les règles de la vie démocratique, transparence électorale, corps électoral, ainsi de suite. Mais les tréfonds de notre stratégie de mobilisation rendent compte d'une limite de notre culture politique. Et nous arrivons à cette question de la culture politique. C'est pour ça que pour conclure, vous me permettrez une petite énumération. Il me semble qu'il ne peut pas y avoir de violence politique dans notre pays s'il n'y a pas quelque part des déclencheurs sociaux. Ce n'est pas seulement au FMI que l'on attend des déclencheurs. Ici aussi, dans notre société, il y a des déclencheurs. Il y a des déclencheurs sociaux parce que ces déclencheurs sociaux sont présents, ils sont en place effectivement. Et si quelque part, nous ne faisons pas attention, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. C'est la raison pour laquelle ce forum a une dimension anticipatrice. C'est dans cela qu'il faut appuyer fortement l'initiative qui a été celle du PJR. Quels sont ces déclencheurs? À mon avis, mais la liste n'est pas exhaustive. Il me semble qu'il soit utile de repérer dans un certain nombre de déclencheurs. Premier déclencheur, que le corps social est lié par les yeux pour exprimer une différence autour d'une ou plusieurs personnalités en compétition. La question n'est plus une question de démocratie, ça devient une question d'individu. On subjectivise le débat. C'est lui ou moi. C'est eux ou nous. Et l'alternance ici n'est plus considérée comme étant une probabilité de la démocratie, parce que la démocratie n'impose pas forcément l'alternance. Dans ce pays, la droite a dirigé de 1958 à 1981, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas la démocratie. Mais de 58 à 81, il n'y a jamais eu d'alternance. Or, dans notre pays, nous induisons à nos compatriotes l'idée selon laquelle cette élection-ci, s'il y a démocratie, c'est que moi je dois gagner. On ne peut pas raisonner comme ça. On ne peut pas raisonner comme ça. Donc, l'alternance n'implique pas automatiquement. L'alternance n'est pas le critère différenciateur de l'existence de démocratie ou de non-démocratie.